Troisième leçon sur la justice, la propriété et le vol. Septième et dixième commandement. Nous verrons pourquoi il y a deux commandements. Et avant de voir comment on peut transgresser ce droit de propriété de différentes manières, voyons d'abord, premièrement, ce qu'est le droit de propriété et son fondement dans le droit naturel. Le droit de propriété, les moyens d'acquérir la propriété, et puis finalement, le vol, l'extrême nécessité, la compensation occulte, la damnification, et on finira rapidement sur le prêt à intérêt. Autrement dit, ça fait beaucoup de choses à voir, mais c'est des choses extrêmement concrètes et quotidiennes et qu'il faut connaître pour se bien comporter. Alors, premièrement, le droit de propriété. Le droit de propriété est fondé sur le droit naturel. Alors, attention. Il faut distinguer ici deux intentions du Créateur, de Dieu. Nous disons que d'intention première, Dieu a fait l'ensemble des biens qu'il a mis à la disposition de l'homme pour tous les hommes. Tous les biens que Dieu a créés, je pense à la végétation, je pense aux océans qui recèlent tant de richesses, je pense aux richesses du sous-sol et qui nous permettent de vivre, etc., etc. Tous ces biens, Dieu les a faits pour l'homme. Il est clair d'après la Genèse que l'homme est le roi de la création et tout le reste a été fait pour lui, pour son profit. Et de façon générale, de première intention. Et on verra que c'est cette première intention du Créateur qui permet dans certains cas d'utiliser des biens qui ne sont pas à soi. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc de première intention, Dieu a fait tous les biens pour tous les hommes. Mais de deuxième intention, le Créateur veut que chaque homme puisse disposer d'une propriété privée. C'est-à-dire que telle chose lui appartienne en propre. Pourquoi cela? Et comment ça se démontre? Ça se démontre parce que si tous les biens étaient indistinctement à tous les hommes en profiteraient beaucoup moins. Il y aurait une gabegie énorme. D'ailleurs, on va voir qu'historiquement, cette gabegie a eu lieu, et catastrophique. Ça s'appelle le socialisme. Bon. Donc, pour que chaque homme, et c'est le but de Dieu, profite mieux de la propriété des choses, eh bien, Dieu a voulu la propriété privée. C'est pourquoi il faut distinguer la première intention qui fait que tous les biens sont pour tous les hommes, et la seconde intention, mêlée l'une et l'autre dans le droit naturel, qui fait que pour que les hommes profitent davantage de ce pourquoi Dieu a fait tous les biens, il veut que chacun puisse avoir une propriété privée. Et la raison en est, c'est que la propriété privée profite beaucoup mieux à l'homme en particulier, et même aux hommes dans leur ensemble. Et c'est là qu'on revient à l'intention première. Autrement dit, il n'y a qu'un plan du Créateur, il a fait tous les biens pour tous les hommes, mais pour que les hommes en profitent beaucoup mieux, et qu'il n'y ait pas de gabegie, qu'il n'y ait pas de perte, eh bien, Dieu a voulu également la propriété privée. La propriété privée est donc de droit naturel. C'est une intention du Créateur. Et s'opposer à la propriété privée, c'est s'opposer radicalement à Dieu lui-même, dont c'est l'intention. Et voilà pourquoi Dieu a bien spécifié cela par un commandement, tu ne voleras pas. Et s'il y a ce commandement, tu ne voleras pas, c'est bien qu'il y a une propriété privée. Parce que si tout est commun, on ne vole personne. Voilà. Il y a donc ce septième commandement. Il est appuyé, ce septième commandement, par le dixième commandement. Tu ne désireras même pas le bien de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, et tout ça. Il y a deux domaines où l'homme est particulièrement blessé. C'est le domaine de l'argent, des richesses. Alors Dieu a interdit le vol, mais parce que l'homme est blessé et qu'il y a toujours cette concupiscence renaissante de l'argent,
Alors il a fait un deuxième commandement, le 10e, pour interdire en désir ce que le 7e interdit en acte. On retrouve exactement le même schéma entre le 6e commandement, qui interdit l'adultère et l'impureté en général, et le 9e, qui interdit le désir de toutes ces choses. Vous avez donc deux commandements qui sont spéciaux dans le décalogue, les deux derniers. Le 9e interdit en désir ce que le 6e condamne en acte, et le 10e interdit en désir ce que le 7e interdit en acte. Et pourquoi ces deux choses? On voit bien que ce qui dévore les hommes et qui les pousse au péché, c'est la chair, 6e commandement, et l'argent, 7e commandement. Donc c'est d'une logique admirable. Alors attention, la propriété privée, elle existe, elle est voulue par Dieu, et Dieu la garantit, et en a fait un commandement spécial de respecter cette propriété privée. Et ceux qui ne respectent pas la propriété privée sont des révolutionnaires, tout simplement. Je pense au premier d'entre eux, Proudhon, philosophe français, qui déclare « La propriété, c'est le vol ». La propriété, c'est le vol. On vole l'ensemble de la communauté quand on s'accapare une propriété privée. Notez bien que si les socialistes étaient cohérents, mais ils ne le sont pas, socialisme, communisme, collectivisme, ils sont tous fondés là-dessus, initialement. Et ils devraient continuer, selon leurs principes, à proscrire la propriété privée. Ils n'osent même plus le faire parce qu'ils voient bien que ce serait la fin de toutes les sociétés. Mais ils sont incohérents. Mais ils sont incohérents. S'il y a une propriété privée, évidemment, le socialisme n'a plus aucune raison d'être. Socialisme et communisme, dans les documents du magistère, sont totalement équiparés, c'est la même chose, sauf qu'évidemment, il y a une espèce de systématisation et de violence étatique dans le communisme qui n'existe pas toujours dans le socialisme ou le collectivisme, mais ça, c'est la doctrine de base, c'est celle de Proudhon. La propriété, c'est le vol. Et si ces gens étaient cohérents, ils continueraient à dire cela. Et les différents partis communistes existant encore sur la surface du globe devraient interdire toute propriété privée. Ils ne le peuvent pas parce que c'est la fin de leur État. Tellement c'est ancré dans la nature même de l'homme. Alors maintenant, voyons les moyens d'acquérir cette propriété privée. Le premier, c'est l'invention. Alors évidemment, c'est plus très courant aujourd'hui. L'invention. Je découvre quelque chose par mon activité. Hein. Et cette chose, elle n'appartient pas encore à quelqu'un. On l'appelle en latin une res nullius, la chose de personne. On va donner des exemples. Eh bien, le droit naturel nous dit que la chose de personne est au premier occupant. C'est-à-dire c'est celui qui en prend possession qui en devient le propriétaire. Voilà. Soit dit entre parenthèses, ne mélangez pas la possession d'une chose et la propriété d'une chose. La possession est un état de fait. Je possède, j'ai dans les mains cette chose. Ça, c'est la possession. Tandis que la propriété est un droit. L'un comporte l'autre, peut-être, souvent, mais ils sont tout à fait distincts. La possession, voilà. Je prête mon vélo à un ami, mon vélo est en possession de mon ami. Mais mon vélo m'appartient. Je reste le propriétaire. Donc, vous voyez, c'est deux choses totalement différentes. La possession est un fait, la propriété est un droit. Eh bien, pour revenir à l'invention, une chose de personne, c'est le possesseur qui va en devenir propriétaire, s'il le veut.
Il fait sienne la chose. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a trouvée. Et que cette chose n'appartenait à personne. Attention, attention, si cette chose qu'il trouve appartient à quelqu'un, il ne peut pas en devenir le propriétaire. Nous reverrons ça tout à l'heure. Mais si quelqu'un trouve une chose qui est une chose de personne, qui n'a pas de propriétaire, il peut la faire sienne, c'est-à-dire créer un droit de propriété. Ainsi, par exemple, un trésor appartient de droit naturel à celui qui le découvre. Celui qui le découvre. Si vous creusez la terre et que vous trouvez des pépites d'or ou des pièces de monnaie anciennes d'une très grande valeur ou je ne sais quoi, du fait que la possession là va créer un droit de propriété. Alors c'est pas selon le principe, donc res nullius primi occupenti, excusez-moi pour le latin, la chose de personne est au premier occupant. Bon, dans les droits civils maintenant, on donnera une grande partie aux propriétaires du fonds. Alors ne rêvez pas trop de découvrir un trésor, parce que ça m'étonnerait qu'on vous le laisse au moins intégralement. Hein. On le voit pour la découverte, par exemple, des grottes préhistoriques ou des choses comme ça. C'est l'État qui va mettre la main dessus. Bon, et les droits civils donnent une partie au fonds et souvent en prennent une partie pour l'État, en particulier le sous-sol. Les richesses du sous-sol ne sont pas au propriétaire du fonds. Voilà. Mais de soi, retenez cette chose-là, une chose de personne. Ne mélangez pas un objet perdu avec la chose de personne. La chose de personne, c'est la chose qui n'a pas de propriétaire. Parce que quand une chose a un propriétaire, c'est-à-dire un maître, eh bien le droit est intangible, c'est le droit de propriété. Selon le vieil adage latin, qui est très joli, res clamat domino. Une chose possédée, elle crie vers son maître. Elle crie vers son propriétaire. Et on le sent très bien, ça. Nos affaires sont nos affaires. Nous en sommes le propriétaire. Alors on peut les prêter, on peut tout ce que vous voulez, mais elles crient vers leur propriétaire. Voilà. Et quand quelqu'un se permet de voler, il sait très bien que cette chose-là a un propriétaire, et cette chose crie vers son propriétaire. Et c'est ça qui lui dit, ne prends pas cette chose puisqu'elle ne t'appartient pas. Et n'en deviens pas, n'essaye pas d'en devenir le propriétaire. Application de ce grand principe, selon lequel, de droit naturel, une chose sans propriétaire est au premier occupant. J'ai déjà parlé des trésors. Les animaux sauvages, par exemple, de soi, ils sont à tout le monde, parce qu'ils sont sauvages, et donc parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Pour qu'une chose devienne la propriété de quelqu'un, il faut qu'elle n'ait pas déjà un propriétaire. Les animaux sauvages, c'est-à-dire ceux qui courent dans la forêt ou en Afrique, etc., n'ont pas de soi de propriétaire. Ils sont donc au premier occupant. Ils sont donc au premier occupant. Si vous chassez le canard vous appartient dès lors que vous l'avez pris. Voilà. Alors, sans préjudice des droits de pêche et de droits de... voilà. C'est normal que l'État légifère, c'est tout à fait normal, parce que si tout le monde chassait tous les animaux, il n'y en aurait plus eu la puissance des armes modernes. Donc, les théologiens en général admettent que les droits de pêche et de chasse obligent en conscience. Vous comprenez, quand on chassait à l'arc ou à l'arbalète, c'est plus difficile. Hein. Voilà. Et quand il fallait capturer un lion au fin fond de l'Afrique, il fallait les soldats romains, c'était pas facile. Bon, ou un tigre. Bon, maintenant, avec les armes modernes, vous comprenez, n'importe qui pourrait abattre n'importe quelle bête, et si tout le monde le faisait sans aucun règlement, on n'aurait plus de canards, on n'aurait plus de faisans, on n'aurait plus rien. Enfin, le sanglier, le biche et autres choses qui sont très belles. Donc, les droits de pêche et de chasse obligent en conscience. Mais il n'en reste pas moins que, une fois qu'on est dans le cadre du règlement, le principe reste vrai, la chose de personne est au premier occupant. Les bêtes sauvages n'appartenant à personne sont à celui qui les... Voilà. Si vous renversez un sanglier sur la route... Autrefois, la police était très
très pénible. C'est pas de votre faute si un sanglier est passé sous vos roues. Hein, bon. Et puis souvent, il endommage pas mal la bagnole. Bon. Les policiers sont plus sympas. Ils vous laissent ramasser la bête et puis se la manger. Voilà, bon, c'est très bien. Mais autrefois, ils vous demandaient de la rendre, alors que, manifestement, elle est de droit naturel. Cette bête, elle vous appartient. Voilà. Et puis, vous avez bien respecté le droit, parce que c'est pas de votre faute si elle est passée sous vos roues. Bon, vu qu'elle n'est pas trop endommagée votre voiture. Quant aux animaux domestiques, alors ils ont un propriétaire. Et s'ils ont un propriétaire, ben, ils ne sont pas au premier occupant. On ne peut pas voler le chat de sa voisine. Ni son chien, ni son bœuf, ni son âne, ni ses moutons. Ils ont un propriétaire, ces gens-là. Enfin, ces animaux-là, pardon. Voilà. Alors, les animaux sauvages, attention. Il faut distinguer. S'ils sont entièrement sauvages, ils sont au premier occupant. On l'a déjà vu. Mais s'ils sont sur un fond qui est clos, quelqu'un peut avoir un fond qui est tout à fait fermé, où il a des cerfs et des biches alors ils sont à lui, bien sûr. Parce que ces animaux ils ne sont pas vraiment à l'état sauvage. Et donc les animaux sauvages sur un fond clos appartiennent au propriétaire de l'enclos. Voilà. Voilà le premier moyen d'acquérir la propriété. Retenez ces belles phrases du droit romain et d'Église. La chose crie vers son Seigneur, c'est la puissance du droit de propriété. Hein. Et la chose de personne est au premier occupant. Res nullius primi occupanti. Deuxième moyen d'accéder à la propriété, d'acquérir, c'est l'accession. C'est tout ce qui découle légitimement d'une chose possédée, appartient également au propriétaire de la chose. Si vous avez un arbre fruitier, les fruits qui naissent de cet arbre vous appartiennent. Puisque vous êtes le propriétaire de l'arbre, vous devenez le propriétaire des fruits. Tout simplement. Ce principe de droit naturel, qu'on dit encore en latin, tout ça a été codifié dans le droit, l'accessoire suit le principal, et crée un droit de propriété du principal sur l'accessoire, est admis par la plupart des droits civils. Hein. Le blé qui pousse sur un champ de blé appartient au propriétaire du champ de blé. Surtout il s'est en plus donné du mal pour faire pousser ce blé. Passons rapidement, on n'est pas en droit quand même. Troisième moyen d'acquérir la propriété, c'est la prescription. Lorsqu'une chose est en possession continue d'un non-propriétaire, un non-propriétaire, de bonne foi, il faut qu'il soit de bonne foi. Il n'y a pas de prescription de quelqu'un qui sait très bien que cette chose-là appartient à un autre. Attention. Mais si une chose est en ma possession, et je suis de bonne foi, ça vient de mon père, de mon grand-père, j'en sais rien, moi, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, sans contestation ni réclamation d'un autre qui aurait un titre, par exemple, à posséder cette chose. Alors même si cette chose n'était pas à moi, elle va le devenir au bout d'un certain temps. Et c'est ce temps qu'on appelle la prescription. En général, pour l'immobilier, 30 ans. 30 ans. Est-ce que ce champ m'appartient? Est-ce qu'il était à mon grand-père? Est-ce qu'il était à mon arrière-grand-père? On ne sait plus. Il n'y a pas de titre de propriété. Eh bien, au bout de 30 ans, si c'est moi qui ai utilisé le champ, il sera à moi. Ou si c'est mon voisin qui l'a utilisé, et quelle que soit l'origine historique de ce champ, eh bien, il sera à mon voisin. Parce que la possession de bonne foi, durable, 30 ans pour l'immobilier, et sans contestation ni titre, alors est un moyen d'acquérir la propriété. Évidemment que pour les choses mobilières, c'est des prescriptions du droit beaucoup plus courtes. Voilà. Je ne sais plus comment ça se passe maintenant, mais quand on trouvait des objets perdus à Paris, on allait les porter rue des Morillons, et au bout d'un an, celui qui avait trouvé la chose, on la rendait à celui qui l'avait trouvée. Voilà.
tous les cas, j'ai connu ça. Voilà, je pense que c'est encore comme ça, mais vérifiez quand même. La prescription. Et enfin, le contrat. Le contrat est certainement la manière la plus ordinaire, la plus courante, la plus fréquente d'acquérir la propriété. Le contrat, c'est une chose très précise. On est dans la vertu de justice, c'est précisément un acte typiquement de la vertu de justice. C'est une convention, le contrat, par laquelle plusieurs personnes s'obligent, en justice précisément, à donner ou à faire quelque chose. Mais ils s'engagent en justice. Ne mélangez pas le contrat à une simple promesse. Oh ben je te donnerai 1000 euros. Ça c'est une promesse, c'est pas un contrat. Un contrat, bon, il y a toutes sortes de contrats, mais en principe, il y a deux parties. Hein. Il est synallagmatique, ce mot grec veut dire qu'il est réciproque. Bon. Tout simplement, je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, et gravement, si la chose est grave. C'est un contrat, c'est pas une petite promesse. Oh, ben je te donnerai ça, voilà, à ta majorité, je te donnerai ça. Les bijoux, boucles d'oreilles, je sais pas quoi, ou la belle montre Rolex du grand-père. Bon, c'est pas un contrat, ça. Ça, c'est pas un contrat. Et puis, si vous ne donnez pas la Rolex, eh bien, vous n'avez pas manqué à la justice. Vous avez manqué à votre parole, peut-être. Donc, ne mélangez pas une promesse et un contrat. Hein. Un contrat, c'est réciproque et ça engage vis-à-vis de la justice. Si vous achetez une Renault 36, là, ou je sais pas quoi, c'est un véritable contrat. Si vous payez et puis qu'on vous livre pas la voiture, l'autre est injuste, est gravement injuste. Mais si vous prenez la voiture et que vous ne payez pas, vous êtes gravement injuste. Vous voyez, ça, c'est un contrat. Et c'est la puissance de la vertu de justice qui rend exigeante, pressante, la réalisation du contrat. Et si on y manque, on est un voleur, tout simplement. Mentalement, le contrat est généralement réciproque. Et puis, finalement, qu'est-ce qui fait chez nous la différence entre une promesse et un contrat? C'est l'intention de s'obliger, gravement. Donc c'est très important, cette intention. Alors évidemment que la plupart des contrats importants sont écrits. Donc il y a l'engagement et laisse des traces. Mais il n'est pas nécessaire de soi, en droit naturel, qu'un contrat soit écrit. C'est pas nécessaire. Quand vous faites vos courses chez le boulanger, chez le boucher ou dans une grande surface, il n'y a pas de contrat écrit. Il y aura simplement une trace. Maintenant, c'est le ticket, etc. Mais autrefois, on achetait son pain et on le payait tous les mois, par exemple. Bon, c'était un contrat. Je prends du pain pendant un mois, et à la fin du mois, je vous règle ma facture de pain. Mais c'était un véritable contrat, qui n'était pas écrit. C'était un véritable contrat. Il engageait en justice. À la fin du mois, le client ne pouvait pas dire au boulanger, non, on n'avait rien signé tous les deux. Non, c'est un véritable contrat de droit naturel. Hein. Voilà. Un contrat tout à fait spécial, c'est le testament. Il faut bien comprendre le testament. C'est un contrat, le testament. Mais les gens croient généralement que le testament est un contrat entre le défunt et ses survivants. Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Hein? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est décédé ne peut pas contracter. Pas du tout. Il n'est pas en état de contracter. Je vous renvoie à la métaphysique de la mort. Un défunt ne peut pas contracter. Et même s'il a contracté de son vivant, puisqu'il est mort, le contrat n'oblige plus. D'ailleurs, on voit bien que les contrats n'obligent plus vis-à-vis d'eux. Hein. Si quelqu'un, vous avez promis de vous donner sa propriété, mais il est mort sans le faire, il ne peut plus le faire. Voilà. Alors, nous disons pourtant que le testament est un contrat. C'est un contrat entre la société civile, dans son ensemble, qui s'engage à respecter la volonté d'un défunt. C'est une chose très bonne d'ailleurs, hein, une chose très belle. La société civile s'engage à respecter la volonté d'un défunt. Donc le contrat, il est entre la société civile et les ayants droit.
Alors c'est un vrai contrat. C'est un vrai contrat. Mais il n'est pas entre les ayants droit et le défunt. Parce que ça n'a pas de sens. Un défunt n'a plus de droit, donc, ou d'obligation. Ce qui fait que ça ne peut pas créer des droits chez ses descendants ou en ligne collatérale. Voilà. Mais par contre, on peut dire que le testament est de droit naturel. Alors, et on doit respecter les volontés d'un défunt. Non pas parce qu'on lui doit quelque chose à lui, mais parce que la société, on doit quelque chose à la société, qui nous demande de respecter la volonté de ce défunt. Et c'est un véritable contrat. Évidemment que si un testament avait des clauses tout à fait immorales, alors une chose immorale n'oblige jamais quiconque. Jamais. Le défunt, par exemple, nous jugeons immoral parce que non conforme à la tradition et manque de respect du corps, l'incinération. Bon. Eh bien, je pense qu'un des ayants droit d'un défunt qui a décidé de se faire incinérer, ben, on n'est pas tenu de respecter cette volonté. Tout simplement. Et ainsi de suite. Ou s'il avait spolié quelqu'un et s'il avait volé une chose et il vous l'a donnée en héritage, non, elle ne lui appartenait pas, donc il ne pouvait pas vous la donner. Et ainsi de suite. Donc un testament immoral n'a pas à être appliqué. Mais un testament moral doit être appliqué. Non pas, encore une fois, comme un droit du défunt, mais comme une exigence de la société par rapport au bien commun vis-à-vis des ayants droit. Voilà les différentes manières d'acquérir la propriété. Alors maintenant, venons-en, j'allais dire à l'application. Un, nous avons vu la propriété. Deux, la manière d'acquérir la propriété. Ben, voyons les péchés et les possibilités de recours par rapport à ce droit de propriété. Et premièrement, le vol, bien sûr. La définition du vol est très précise. Très précise. C'est l'appréhension d'une chose possédée par un autre, elle est possédée par un autre. C'est l'appréhension d'une chose possédée par un autre avec l'intention de la faire sienne. Et le formel du vol, c'est l'intention de la faire sienne. Vous voyez, vous prenez le vélo, vous prenez le cartable, vous prenez le livre de quelqu'un pour le lire, voilà. C'est l'appréhension d'une chose. C'est l'appréhension d'une chose d'autrui. C'est le livre de, c'est le vélo de. Vous n'êtes pas voleur du tout. Même sans lui dire, vous prenez dans la bibliothèque de votre ami un très beau livre, d'un grand prix. Mais parce que vous êtes curieux de le lire. Bon, c'est mieux de lui demander, etc. Mais vous n'êtes pas du tout un voleur. Vous n'entendez pas du tout, vous n'avez pas du tout l'intention de faire que ce livre vous appartienne. C'est ça le vol. Vous voyez bien que le formel du vol, c'est pas l'appréhension de la chose, c'en est la matière, si vous voulez. Hein. C'est l'intention de la faire sienne. Alors ça, c'est du vol. Emprunter, pour faire court, n'est pas voler, tant qu'on a l'intention de rendre. C'est peut-être un peu goujat, c'est peut-être ceci, tout ce qu'on veut, c'est peut-être même gravement anormal, bon, mais ça n'est pas encore du vol. Quand est-ce que le vol est un péché grave? Eh bien, selon la matière. Vous comprenez que voler une gomme, c'est évidemment pas un péché grave. Voler un œuf, comme dit le proverbe, ce n'est pas un péché grave. Voler un bœuf, c'est un péché grave. Et voilà. Et la démarche subjective est la même, mais l'objet est bien plus considérable. Alors vous me direz, ça commence où et ça s'arrête où? Tout le monde conviendra que voler un œuf, c'est pas bien de voler un œuf. Mais enfin, c'est pas un péché grave. Et même une douzaine d'œufs. Voler une voiture, c'est grave. Et voler, comme beaucoup le font, des milliers et des milliers d'euros dans les caisses de l'État, en payant pas leurs impôts, etc., ce sont des fautes graves, évidemment. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Alors attention, on donne des normes
Mais vous comprenez, c'est pas une petite lumière, puis tout d'un coup ça fait clic et ça s'allume. Non, attendez. Voilà. Alors il faut quelque chose qui soit assez souple pour déterminer la gravité du vol, et généralement, on donne comme norme le montant d'une journée de salaire de quelqu'un. Voilà. Et en particulier de celui qui vole, parce qu'il se rend mieux compte, voilà. Généralement, les voleurs travaillent pas beaucoup, mais enfin bon, ça peut arriver. Bon, peu importe. Parce qu'effectivement, vous comprenez que quelqu'un qui a travaillé toute une journée, surtout que dans le mois, tous les jours ne sont pas des jours de travail, donc on travaille plutôt une vingtaine de jours qu'une trentaine de jours dans le mois, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Hein. Mais vous comprenez qu'une journée de salaire, pour quelqu'un, ça représente 2 ou 3 jours de sa vie, de son entretien. Donc ça commence à devenir une chose grave. Vous me direz, c'est pas absolu, hein. Je me refuse à donner des chiffres. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez que si vous donnez des chiffres, ça va pas. Si vous volez 100 € à un pauvre, mais il va peut-être pas manger pendant 8 jours. C'est grave. Si vous volez 100 € à Bill Gates, vous comprenez que ça va pas l'empêcher de manger, hein, je peux vous dire. Ça va pas l'empêcher de manger. Voilà. Donc il n'y a pas de... Mais voilà. Et c'est pourquoi on dit, si vous voulez, parce que, attention, hein, attention, je profite pour faire une parenthèse. Voler un riche ou voler un pauvre, c'est pareil, hein. Attention. Que mon exemple ne vous induise pas en erreur. On n'a pas plus le droit de voler un riche qu'on a le droit de voler un pauvre. Ça a des conséquences importantes, nous sommes d'accord. Celui qui s'est illustré, qui est le premier socialiste de l'histoire, hein, c'est Robin des Bois. Alors les enfants, ils aiment bien Robin des Bois, mais Robin des Bois, c'est le premier socialiste non pas de l'histoire, Dieu merci, mais il se serait moral, il passe son temps à voler les riches, pour faire du socialisme. Robin des Bois, c'est un voleur. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein. C'est un voleur et un révolutionnaire. Voilà, c'est un socialiste. Et un socialiste, un voleur. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Mais attention. Ceci dit, cette parenthèse fermée, il est bien clair que une journée de salaire, c'est plutôt la journée de salaire de celui qui vole, parce que effectivement, on voit bien que si un pauvre vole un riche, la matière grave, c'est par rapport à lui, évidemment. Vous comprenez, quelqu'un qui est au SMIC, hein, et qui va s'amuser de voler une banque, c'est pas la journée de salaire du patron, hein, parce que qui est la matière grave. La journée de salaire, grosso modo, la sienne. Chose très importante, après tout vol, on est tenu à restitution. On doit rendre ce qu'on a volé. On doit le rendre. C'est tout. C'est la seule manière, d'ailleurs, d'être pardonné de ce péché de vol par rapport à Dieu. Et indépendamment du pardon des péchés, absolument nécessaire de restituer pour être pardonné de ces péchés, en vol, il y a cette obligation de rendre, de toute manière. Resclamat domino, la chose crie vers son Seigneur. Ce que vous avez volé, il faut le rendre. Il faut le rendre. On verra que c'est pas toujours facile, mais une chose doit être rendue à son propriétaire. Elle crie vers lui. Les gens ont oublié ça. Ce serait trop facile. Attendez, je vole, et puis après, oh ben oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Je vais même me confesser, tu parles. Ah, mais je garde la chose. Vous ne pouvez pas dire que vous regrettez un péché quand vous ne faites pas ce qu'il faut pour le réparer. Or, en matière de vol, c'est très concret. Vous avez volé une chose, il faut la rendre. Voilà, c'est aussi simple
que cela. Les anciens avaient un proverbe, restitution ou damnation. Tu veux pas rendre en matière grave ce que tu as volé, tu perdras ton âme. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez la force de la propriété privée. Vous me direz, mais la chose a péri. J'ai volé un quintal de foie gras, hein, j'ai tout mangé. Voilà. Vous rendrez le montant de ce quintal de foie gras, hein, ou de caviar, ou de homard. Vous le rendrez, le montant. Hein. Et si le propriétaire est introuvable, je ne sais plus, je ne sais pas à qui j'ai volé ça. Mais j'ai volé, hein, c'est sûr. Eh bien, vous devrez vous débarrasser de cette somme volée. Elle vous colle au doigt. Et si vous ne pouvez pas retrouver du tout le propriétaire, vous distribuerez ça aux pauvres. Vous ne gardez pas un argent qui ne vous appartient pas. On peut toujours rendre, au moins, sous forme d'argent. Notez bien que la restitution, c'est toujours envers les particuliers. Hein. La justice dont nous parlons, habituellement, quand je ne précise pas dans ce cours, c'est la justice commutative. Autrement dit, c'est la justice qu'il y a entre deux particuliers. Entre vous et moi, qui sommes des particuliers. Voilà. Mais il y a deux autres sortes de justice. Il y a la justice distributive, c'est celle de l'État par rapport aux différents sujets, par rapport aux membres, et la justice légale, ce que doivent les membres par rapport à l'État. L'obligation de restituer ne porte que sur la justice commutative. Vous me direz, mais quelqu'un a gravement volé l'État, comme font souvent les ministres. de tous les partis à peu près, d'ailleurs. Hein. Alors s'ils sont condamnés en tribunal, ils doivent rendre, bien sûr. Mais au fait de la condamnation. C'est pour ça qu'ils essayent toujours de ne pas se faire pincer. Mais on n'est pas tenu, soi-même, moralement, en droit naturel, de rembourser ce que l'on doit à l'État. Parce que c'est la justice commutative qui oblige à rembourser. Parce que on admet que quelqu'un qui a volé un peu n'a pas gravement ruiné l'État, quand même. Bon. Et puis l'État est un grand voleur aussi, c'est l'occasion de le dire. C'est pas la bonne raison, hein, mais l'État est le plus grand des voleurs. Les gens trouvent normal de payer jusqu'à 60-65% d'impôts. Ça s'appelle du vol. C'est tout. L'État, bon, je ne veux pas faire un cours de politique, on pourrait en faire une leçon, hein, de la justice, de la doctrine sociale de l'Église. On finit par s'habituer à ce que l'État nous prenne plus de la moitié de ce qu'on gagne. Non, mais c'est du délire. Tous les théologiens catholiques, tous, trouvent ça absolument exorbitant. Vous vous rendez compte, rien que la TVA, 20% de toute transaction par l'État. Mais c'est du vol. C'est du vol pur et simple. Hein. Et alors, je ne vous parle pas de tous les autres impôts. Quand on lit dans les bouquins d'histoire que les gens du Moyen-Âge étaient imposés la taille, la gabegie, mais attendez, tout ça s'accumulait à 5% ou 10% de leur revenu. On n'était pas à 60, 65 comme dans des pays comme la Belgique ou la France, où on frise les 60. Hein, et sur les grandes fortunes, on veut aller jusqu'à 75%, mais c'est du vol pur et simple. Hein. Mais si vous avez volé l'État, à moins que vous soyez condamné en procès, vous n'êtes pas tenu de restituer. Par contre, si vous avez volé quelqu'un, alors là, vous êtes gravement tenu de restituer. Enfin, vous avez compris. Voilà. Autre question, avant de passer à l'extrême nécessité, les objets perdus, que faire? Alors, deux cas de figure. Ils ne sont pas à vous, hein, les objets perdus. Bon, vous vous baladez dans la rue et vous trouvez un portefeuille où il y a 6 000 €. Ça m'est arrivé, ça, une fois.
À un rond-point, là, je regarde un portefeuille, il y avait beaucoup d'argent. Bon, ça a été très facile. J'ai trouvé le nom du propriétaire, et quand je suis frappé chez lui, il était pas loin, il était plutôt content. Il a de la chance, il est tombé sur un curé. Bon, enfin bref. Je veux pas raconter ma vie. Mais vous trouvez une somme importante, un objet de valeur, voilà, une Rolex que quelqu'un a laissé traîner dans la rue. Voilà. Attention, de deux choses l'une. Ou vous la ramassez, ce qui généralement doit être fait, ou vous ne la ramassez pas. Vous n'êtes pas tenu de ramasser un objet perdu. Vous n'êtes pas tenu de ramasser un objet perdu. En justice. En charité peut-être, hein. Si vous voyez quelqu'un qui, dans la rue, perd son portefeuille, la charité évidente, vous courez après le portefeuille, puis vous courez après la personne, vous lui rendez. Ça, c'est la charité. C'est la charité qui oblige à ça. Voilà. Mais, en justice, non. En revanche, vous n'êtes pas tenu de courir après quelqu'un qui a perdu quelque chose. En justice. Maintenant, vous avez ramassé cette chose. Alors là, attention, c'est que vous êtes tenu de retrouver le propriétaire. Soit par vous-même, soit par les services publics, etc., la mairie et la police et tout ce que vous voulez. Mais là, vous êtes tenu. Pourquoi? Pourquoi vous êtes tenu si vous avez ramassé? Ben, vous êtes tenu parce qu'il n'y a plus aucun moyen, si vous gardez cet objet, que son propriétaire le retrouve. Alors là, vous devenez un voleur, tout simplement. J'ai trouvé un portefeuille, je l'ai ramassé. Hein? Alors peut-être j'ai pris les billets pour les mettre dans mon portefeuille, alors là c'est carrément du vol. Ils n'appartiennent pas, ces billets que vous avez trouvés dans la rue. Ou bien c'est de la négligence. Oh ben j'ai rangé ça là, puis j'ai oublié ça pendant 2 ans. Sans mauvaise intention, vous voyez, de voler. Par exemple, quelqu'un qui perd tous ses papiers. Parce que là, si vous gardez de l'argent, c'est quasiment du vol. C'est pas parce que vous l'avez ramassé dans la rue. Un portefeuille n'est pas une chose nullius. C'est pas la chose de personne. Vous comprenez? Si c'était la chose de personne, un objet perdu, ben, il serait au premier occupant. Ben, c'est vous, en l'occurrence. Il serait au premier occupant. Mais un portefeuille, vous le savez très bien, si c'est votre portefeuille que vous perdez dans la rue, vous savez très bien que ça reste votre portefeuille. Et puis, surtout avec tous vos papiers, votre permis de conduire, votre passeport et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, vous savez très bien que c'est le vôtre. Alors si quelqu'un l'a ramassé, et puis, mettons qu'il n'y ait pas d'argent, il le met dans un tiroir là, de sa commode, et puis pendant 1 an, 2 ans, il fait rien. Alors, il n'était pas tenu de le ramasser, mais quand il l'a ramassé, il est tenu de faire tout ce qui est en lui pour retrouver le propriétaire. Et s'il ne peut pas le faire par lui-même, eh ben, il va le déposer aux objets trouvés. Voilà. Mais ici, il faut bien distinguer pour les objets, voilà. Alors, il est évident que si vous trouvez un billet de 20 € qui traîne dehors, là, c'est un petit peu différent. Hein. C'est vrai qu'en soi, ce billet de 20 €, bon, c'est pas énorme comme somme, mais enfin bon, 20 €. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de portefeuille, il n'y a rien, aucun signe, rien du tout. Hein. Voilà. C'est presque une chose nullus. Non mais c'est vrai. C'est presque une chose nullus. Comment voulez-vous retrouver le propriétaire de... Hein, vous allez aller retrouver quelqu'un, vous pouvez trouver n'importe quelqu'un dans le village, et lui dire c'est vous qui avez perdu 20 €, il va vous dire oui. Merci. On peut dire qu'un billet de 20 € tout seul, c'est pratiquement une chose nullus. Bon. Voilà. Parce que sauf si, évidemment, vous l'avez vu tomber de la poche d'une brave dame. Ça, c'est autre chose. Hein. Voilà. Mais distinguez bien ces 2 cas. Nous arrivons ainsi au cas d'extrême nécessité. Je vous l'ai suggéré tout à l'heure en commençant. Je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce commandement, dans ce 7e commandement. On ne peut jamais voler. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Mais les cas qu'on va voir, ce sont précisément pas des vols. On verra ça la semaine prochaine pour le mensonge. On peut jamais mentir. J'ai bien dit jamais, jamais. Il y a des cas où, sans dire la vérité, on ne ment pas. Mais on ne peut jamais mentir. Pareil, on ne peut jamais voler. Mais il y a des cas où vous trouvez, et celui-là en particulier, l'extrême nécessité, où vous pouvez prendre la chose qui ne vous appartient pas. Et vous allez voir que ça va très loin
puisqu'elle ne vous appartenait pas, et elle vous appartient, pour de vrai. C'est le cas d'extrême nécessité. Extrême, hein? Extrême. L'extrême nécessité, c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez, et si vous ne faites rien, vous allez nuire gravement à votre santé et même risquer votre vie et mourir. Voilà, il faut que ce soit clair. L'extrême nécessité, c'est une question vitale. Vous risquez, excusez-moi, d'y laisser la peau. Voilà. Vous faites et c'est ça, et seulement ça, l'extrême nécessité. Vous faites une excursion à 4000, 5000, 6000 mètres dans l'Himalaya ou je ne sais pas où. Ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé, vous allez mourir. Vous avez un petit chalet, il y a une réserve, il n'y a personne dedans. Alors là, vous comprenez, on retrouve, et vous avez le droit de vous servir. C'est clair, vous avez le droit de vous servir. Et attention, c'est que ça va plus loin. Tant que vous êtes dans ce cas d'extrême nécessité, où vous risquez votre vie, les choses que vous consommez vous appartiennent. Vous n'aurez pas à les restituer. Pourquoi? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure. On a vu que l'intention première du créateur, c'est que tous les biens servent à tous les hommes. Et là, vous comprenez que la propriété privée de seconde intention s'efface devant la première intention. Ce qui fait que quand vous êtes dans le cas d'extrême nécessité, les biens deviennent communs, ils deviennent communs. On retrouve l'origine, si je puis dire, l'intention première du créateur. Et donc, vous les prenez, puisqu'ils sont à vous. Et s'ils sont à vous, d'abord, vous ne volez pas, et deuxièmement, vous n'êtes pas tenu à restituer. Si vous êtes resté 15 jours dans le chalet, là, en montagne, en attendant les secours, et que vous avez mangé tout ce qu'il y avait là, vous direz à l'ancien propriétaire, le propriétaire de tout ce que vous avez mangé, c'était vous le propriétaire. Vous n'avez pas à restituer. Voilà. Ça, c'est le cas d'extrême nécessité. Attention, c'est pas la nécessité simple. Je vivrais mieux si... Non. C'est même pas la nécessité grave. Voilà, j'ai pas mangé depuis 24 heures, je peux commencer à chaparder dans les monoprix. Non, c'est pas vous risquez pas encore votre vie. Quand vous risquerez votre vie, quand vous allez mourir de faim, alors là, vous pouvez, je suis désolé, vous pouvez vous servir dans les monoprix. C'est clair, vous pouvez vous servir. Mais il faut mourir de faim. Il faut mourir de faim, hein, attention. Voilà. La compensation occulte, maintenant. Il faut être très prudent avec cette chose-là. Mais ça existe. Tout ça, c'est les conséquences du droit naturel, et du droit de propriété en particulier. Lorsqu'un homme a envers vous une dette certaine, quelqu'un vous doit quelque chose, c'est certain. C'est certain. Il vous doit quelque chose. Il ne veut pas payer. Il est injuste. Il est injuste. Vous avez prêté 5000 € à un ami il y a 2 ans, parce qu'il était dans le grave besoin. Hein. Il le sait très bien et il ne veut pas vous les rembourser. Il est parti, je sais pas où, au Venezuela, ou au Kamchatka, ou voilà, ou au Zimbabwe. Qu'il n'y a, alors ça c'est la première raison. Hein. Vous avez une dette, enfin vous avez une créance certaine de la part d'un débiteur. Deuxièmement, il n'y a aucun moyen légal de récupérer cette somme. Vous pouvez toujours lui envoyer l'huissier, la signer au tribunal, hein, voilà. Et puis aux dépens. Bon. 1. Une dette certaine. 2. Aucun moyen légal de récupérer, recouvrer sa créance. Et une troisième raison pour que ce soit moral. Il ne faut pas qu'il y ait un risque pour une tierce personne. Voilà. Alors, je finis. Ces 3 conditions étant réalisées, je peux me servir. Mais occultement, j'insiste, on peut prendre dans les biens de ce qui vous appartient. Hein. Voilà, autrement dit, vous pouvez reprendre de façon cachée ces 5000 € à votre ami, pas à un autre, hein, votre ami. Voilà.
c'est de la récupération. Cet argent vous appartient. Il reste clamat domino. Voilà. Alors il faut ces trois conditions. Et j'ajoute la quatrième, c'est que ce soit occulte. Pourquoi ça doit être occulte, cette récupération? Pourquoi ça doit être occulte? Parce que sinon, ce serait l'anarchie. Si chacun... il y a un début de justice privée, là, hein, légèrement. Hein, je mets ça entre guillemets parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de justice privée. Bon. Et je maintiens. Mais ça doit être occulte. Parce que sinon, mais ce serait le bien commun n'y trouve pas son compte. C'est clair. Mais attention, c'est extrêmement rare. Il y a une dette certaine que quelqu'un ne veut pas payer, il est injuste. Il n'y a aucun moyen de récupérer cette somme autrement. Et troisièmement, pas de danger pour un tiers. Aucun danger pour un tiers. Voilà, c'est votre patron qui manifestement a été un voleur. Il vous doit, de salaire qu'il ne vous a pas payé, 5 000 euros. Je pense que c'est une somme. Bon. Enfin, c'est quand même une somme très importante. C'est quand même 3, 4 SMIC. Bon, voilà. Alors, vous pouvez vous récupérer, je ne sais pas comment, sur les chandeliers en argent de votre patron. Voilà. Si vous preniez ça dans la caisse, c'est pas vous habituellement qui tenez la caisse. C'est le secrétaire ou la secrétaire du patron. Vous pouvez pas le faire là. Même si vous avez une dette certaine. Hein, si vous avez épuisé tous les moyens de recours, de prud'homme, de je sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de prendre. Parce qu'on risque d'accuser quelqu'un d'autre. Et c'est immoral. Parce qu'effectivement, on va accuser plutôt celui qui a la clé de la caisse habituellement d'avoir piqué dedans que vous. Et là, il y a un danger pour un tiers, interdit. Donc, vous voyez, c'est très précis, hein, la compensation occulte. Il ne s'agit pas de multiplier ça, voilà. Mais ça existe, vous voyez, et c'est là où on mesure, la force de la propriété. C'est vraiment une intention de Dieu, du droit naturel qui fait que ce qui m'appartient, m'appartient. Et ça crie vers moi, voilà. Et au besoin, je peux aller le récupérer chez mon débiteur injuste, hein, mon voleur, celui qui m'a volé. Hein. Mais attention à ces trois conditions. L'injuste damnification, alors ce mot ne doit pas vous effrayer, hein, damnum, c'est un préjudice en latin, damnum. Hein. C'est-à-dire que vous causez une perte à quelqu'un, mais sans profit. Vous voyez, le vol, ça me profite. Celui qui vole, ben, c'est pour récupérer l'argent et s'en servir. Vous pouvez aussi détériorer, abîmer, faire du tort, etc., sans profit. Vous cassez la voiture de quelqu'un. Voilà, il vous prête sa voiture, vous la rendez, voilà. Alors bon, je sais bien que s'il y a des assurances, il va récupérer sa mise. Mais supposez même que vous empruntiez la voiture de quelqu'un qui n'est pas assuré. Il ne pourra pas récupérer. C'est de sa faute, vous me direz, s'il n'est pas assuré, il y est tenu. C'est pas votre problème, vous. Il vous a prêté sa voiture en bon état, vous la lui rendez, elle est presque à mettre à la casse. Mais vous devez lui payer cette somme. Je suis désolé. Mais je suis pas un voleur, moi, c'est pas de ma... Non, non. Alors, vous voyez, évidemment, les assurances compensent tout ça. Hein. Bon, pour mon exemple. Mais en soi, de droit naturel, vous avez détérioré la chose d'un propriétaire, vous devez soit la réparer, en tous les cas compenser ce que vous avez, le tort que vous avez fait subir. Vous cassez une vitrine, voilà. Alors, ben évidemment, les assurances sont là pour compenser, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et elles sont prospères, les assurances. Hein. Elles sont très prospères. Voilà. Et souvent, elles volent. C'est-à-dire qu'elles ne remboursent pas tout. Vous payez pour être remboursé, il y a toujours des franchises et des machins. Alors, franchises, bon, je ne sais pas si c'est très moral, moi, les franchises. Vous payez sans arrêt.
pour en cas de pépin être remboursé, puis on vous dit, on vous remboursera, mais pas de tout le pépin. Je sais pas très bien comment c'est moral. La damnification, le tort fait au prochain, il peut être physique aussi. Attendez, si par stupidité vous avez cassé la jambe ou le pied de votre voisin, c'est une damnification, et puis autrement grave qu'un bien matériel. Voilà. On est tenu à restitution dans la damnification comme dans le vol. Mais à des conditions précises. Et voilà les 3 conditions. On sera tenu à restituer. Quand est-ce qu'on est tenu à restituer? Comme dans le vol, quand on a nui, causé un préjudice au prochain, à 3 conditions. Il faut d'abord avoir manqué à la justice, vraiment à la justice. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'une vraie dette de justice ait été créée. Vous êtes redevable en justice à celui-là. Deuxièmement, il faut avoir été efficace, injustement efficace. Vous avez voulu nuire à quelqu'un, mais finalement, vous ne lui avez pas nui, dans les faits. Ça suffit pas. Évidemment, vous n'êtes pas là, c'est évident qu'on n'est pas tenu à restituer. Et troisièmement, il faut avoir été coupable, formellement injuste. Si c'est par inadvertance, sans aucune faute de ma part, je ne suis pas tenu à restituer. Vous voyez, dans le vol, il y a toujours cette culpabilité. Parce que vous prenez une chose avec l'intention de la faire vôtre, et ça, c'est totalement immoral. Dans la damnification, on peut manquer vraiment à la justice, que ce soit très efficace, mais il n'y a aucune faute de votre part. Aucune faute de votre part. Vous êtes allé chez votre ami, vous avez logé dans son appartement, dans sa maison, puis vous n'avez pas fait attention, sans aucune faute de votre part, et puis vous avez laissé le gaz allumé, et puis, je sais pas moi, il y a eu une étincelle, et bravo, tout a sonné. Bon. Mais vraiment, il n'y a aucune faute de votre part. Alors laissons tomber les assurances. S'il n'y a aucune faute de votre part, vous n'êtes pas tenu à restituer. C'est là où c'est délicat, parce qu'entre la négligence et la faute, il y a toute la gamme des produits. Voilà. Mais retenez quand même que pour être tenu à restituer quand on a gravement nui au prochain, il faut que ce soit un manque à la justice, et non pas seulement à la charité. Il faut que ce soit efficace et ait été suivi des faits, c'est-à-dire qu'il a subi un véritable préjudice. Et troisièmement, il faut qu'on soit soi-même coupable pour être obligé de restituer. Et enfin, un dernier mot pour finir, j'ai été un peu long, le prêt à intérêt. Voilà. Je dis un mot du prêt à intérêt, il faudrait une très longue étude, c'est une question compliquée, en morale. Notez bien que dans l'Écriture sainte, il est condamné du début à la fin. Il y a des dizaines de textes qui condamnent le prêt à intérêt. Nos sociétés sont tellement basées sur le prêt à intérêt qu'on se demande comment on a pu vivre sans. Et là, on est tous un peu déformés. Que quelqu'un s'enrichisse de son argent, non, on s'enrichit de son travail. Voilà. On est habitué. Et comment se fait-il que l'Écriture sainte condamne le prêt à intérêt? L'argent ne fait pas de petit. Alors, je ne suis pas en théologie morale, il faudrait reprendre tous les textes, etc. Mais enfin, mettez dans un coin de votre tête que le prêt à intérêt, alors la seule justification est condamnée par la Sainte Écriture, c'est-à-dire qu'elle ne distingue absolument pas le prêt à intérêt de l'usure, c'est-à-dire des taux exorbitants quand vous prêtez votre argent. Et toutes les compagnies de leasing, là, la plupart sont d'une immoralité invraisemblable. Si vous ne faites pas attention, vous prenez un petit crédit parce qu'en fin de mois vous êtes gêné, et puis vous apercevez que 2 ans plus tard, si vous ne faites pas attention, mais c'est courant, j'entends ça tout le temps, moi. Vous aussi d'ailleurs. Vous vous apercevez que si
si quelqu'un n'arrête pas ce leasing, il va y laisser 4, 5, 6 fois la somme qu'il a empruntée. Mais c'est odieux, c'est du vol, pur et simple. Hein. En principe, quelqu'un qui emprunte... Vous comprenez, quand je prête mon vélo, ben on me rend mon vélo. Mais je prête 100 francs ou 100 euros, on doit m'en rendre 120, 130. Mais ça vient d'où, ça? Ça sort d'où? Vous prêtez votre vélo, on vous rend votre vélo. Vous prêtez votre voiture, on vous rend votre voiture. Voilà. Mais là, je vous prête 100 francs, vous m'enlevez 150. Je vous prête 100 euros, vous m'enlevez 150. Quand je ne fais pas 300 ou 400. Ça, mais où est la justification, là? La seule justification que trouvent les théologiens moralistes catholiques, c'est l'inflation. Par contre, quand j'ai 100 euros, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un an, j'en ai plus que 95. C'est pas normal, ça non plus. Ça non plus, c'est pas normal. Donc, à la limite, si je récupère par le prêt les 5 qui me manquent, c'est moral. C'est moral. Mais vous voyez, c'est une justification externe du prêt à intérêt. Alors, faut pas s'étonner si nos sociétés marchent un peu sur la tête, qui sont entièrement basées sur une chose immorale. Ah, ça, elles sont entièrement basées sur... voilà. La plupart des industries dans les pays surdéveloppés, c'est une industrie qui est devenue purement financière. Financière. Même les assurances, par exemple, sont des banques maintenant. Parce que ça leur rapporte plus de prêter, de placer, etc. On a des États comme le nôtre, d'ailleurs, et comme la plupart, qui ne vivent que de la dette. Voilà. On crée des dettes, on rembourse davantage, on s'endette. L'argent, la justification de l'argent, c'est la compensation des biens, hein, et du travail effectif des hommes. Mais cet argent qui s'auto-engendre et qui s'auto-multiplie, quel que soit le procédé, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Voilà. Alors vous voyez que nos sociétés là-dessus pourraient reprendre à la base leurs critères de jugement, et en particulier sur l'argent. Et voilà pourquoi, vous voyez, il y a 2 commandements. Hein. Le 7e qui interdit le vol, les faits, et il y a ce 10e qui dit attention à l'argent. Et je terminerai par là. Si vous prenez l'Évangile et l'Écriture sainte dans son ensemble, elle passe son temps à nous répéter que l'argent est un danger, un fléau. Un malheur aux riches, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Malheur aux riches. Ils tiennent déjà leur récompense. Hein. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche selon le cœur, hein, pas seulement selon l'argent, de rentrer dans le royaume des cieux. Il y a là une concupiscence, mais qui est capable de faire de n'importe quel homme un véritable diable. Donc, le Seigneur nous a gravement mis en garde. Merci à lui, et je vous remercie aussi.